Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, liker n'est pas jouer. Et c'est la famille Tout Écran qui va l'apprendre à ses dépens. Aujourd'hui, la suite de leurs aventures, c'est dans quelques minutes en partenariat avec le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Et Jeanne, aujourd'hui, là aussi, on va comprendre avec toi que l'intelligence artificielle a des conséquences bien réelles sur les métiers de la création, notamment. Cours accéléré avec toi. Oui, tout à fait. Les IA, elles sont sur le point vraiment d'apporter des changements majeurs dans les professions créatives. Donc, menaces ou opportunités, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et c'est, pour notre question du jour, le nouveau réseau social qui fait la une, BeReal, une application française qui invite ses membres à publier chaque jour une photo, oui, mais en vrai. Alors, se montrer sur les réseaux sociaux est-il devenu une source de responsabilisation des utilisatrices et des utilisateurs? On va en parler avec nos invités. Ariane Lambropoulos va être la cofondatrice de YouWho. Vous étiez venue nous présenter cette toute nouvelle plateforme au printemps dernier, justement pour son lancement. Eh bien, on va voir comment la Gen Z s'engage à vos côtés. Bonjour à vous. Et bonjour Marjorie, bonjour Jeanne. Et en duplex avec nous depuis Bruxelles, Tancred d'Apremont, London, community designer pour Sortlist. Sortlist, c'est justement cette société qui publie une étude sur le phénomène du moment, BeReal, on l'a dit tout à l'heure. Vous nous direz si faire preuve justement de plus d'authenticité, c'est le nouveau credo, notamment pour les marques. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Bonjour et bonjour Jeanne. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et oui, mieux vaut réfléchir 2 fois avant de liker. C'est la leçon du jour pour notre famille Tout Écran. On continue à aborder avec humour nos pratiques plus raisonnées et plus raisonnables du numérique avec notre partenaire, notamment le Clémy. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Pas Muriel, Maïwen. Ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux. Tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, 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 c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa, cette Muriel. Estelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Un like qui peut avoir de grandes conséquences dans la vie réelle. Ariane Lambropoulos, vous êtes la cofondatrice de YouWho et l'idée justement pour cette nouvelle plateforme sociale que vous avez lancée au printemps dernier, c'est de se dire que, encore une fois, l'engagement, c'est un driver nouveau, différent pour une génération qui évidemment vit sur les réseaux sociaux. Ces problématiques de likes qui ont des conséquences en matière de cyberharcèlement, c'est quelque chose à laquelle vous faites très attention. Alors oui, bien sûr. Alors je pense que les intentions étaient bonnes à la base quand les réseaux sociaux ont inventé le like. Et puis ensuite, quand la communauté grandit, forcément, les utilisateurs prennent le contrôle des fonctionnalités. Et le like en fait partie, puisqu'à la base, on valorisait un contenu. Et puis maintenant, c'est une source d'anxiété. Et nous, chez YouWho, ce qu'on a décidé de faire, c'est de remplacer le like par des stickers de crédibilité qui permettent plutôt de valoriser un contenu quand il est positif, mais aussi le dévaloriser quand il est négatif. Donc voilà. Donc un sticker de crédibilité contre un like ou un pouce levé, ça fait toute la différence. On va continuer justement à parler de ces nouveaux réseaux sociaux. On va faire un point notamment sur la tendance, là aussi, de l'année, BeReal, application de l'année même pour Apple. On en parle avec nos invités, Ariane Lambropoulos et Tancred d'Apremont, London. C'est tout de suite la première partie du talk. parle cette semaine et aujourd'hui surtout de ces réseaux qui sont peut-être pas
toujours si sociaux que ça. Ariane Lambropoulos, vous êtes donc la cofondatrice de YouWho, un nouveau réseau social qui s'est lancé au printemps dernier. Vous étiez venue nous en parler. Et cette fois-ci, on travaille sur les causes comme driver d'engagement pour ces utilisateurs et utilisatrices. Tancred d'Apremont-London, vous êtes avec nous par Skype depuis Bruxelles, puisque vous êtes community designer pour Sortlist. Sortlist, c'est donc une agence qui travaille notamment avec des marques sur des tendances. Et cette fois-ci, vous publiez une étude sur BeReal, ce nouveau réseau social qui veut faire de nous des utilisatrices et des utilisateurs peut-être un peu plus authentiques. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un peu le but de cette application, de rendre les utilisateurs plus authentiques dans le type de contenu qu'ils vont publier. Et nous, on a vu cette application apparaître, on voulait un petit peu creuser, voir si c'était vraiment le cas. Et du coup, on a lancé une étude à la fin de l'année 2022 pour étudier un peu quels étaient les vrais comportements des utilisateurs de BeReal. Et on a été assez surpris des résultats qu'on a obtenus. Oui, des résultats assez surprenants, vous le dites en effet. D'abord, BeReal, le slogan, c'est « Tes amis pour de vrai ». C'est une application qui a été créée par deux Français, sortis de l'école 42 de Xavier Niel, Alexis Bereya et Kevin Parot. L'idée de départ, quand ils se sont lancés en 2020, c'était de se dire qu'en effet, on avait besoin d'un peu plus d'authenticité sur les réseaux sociaux. Ils se comparaient à l'époque à un anti-Instagram, c'est bien ça, Tancred ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'était le pitch de base quand ils ont lancé l'application en début de l'année 2020. C'était vraiment l'anti-Instagram, promouvoir l'authenticité en imposant une contrainte à leurs utilisateurs qui était qu'ils devaient poster une photo à un moment aléatoire de la journée pour montrer ce qu'ils étaient en train de faire au moment de recevoir la notification. Donc, en retirant le contrôle que les utilisateurs avaient sur le moment où ils pouvaient publier le contenu, le but était de faire en sorte qu'il soit plus authentique. Et ce principe-là d'authenticité, on va voir s'il est bien réel encore une fois, mais ça, c'est parti vraiment comme une traînée de poudre. Première application en mobile, en téléchargement aux États-Unis en 2022, sur iOS et Google Play, toutes plateformes donc confondues. App of the Year pour Apple début décembre, et puis elle figure aussi dans le top 3 des téléchargements en France et au Royaume-Uni, plus de 20 millions d'utilisateurs par jour, contre 1 million au moment des premiers lancements, en tout cas en janvier 2022. C'est considérable, Tancred ? Oui, c'est énorme. C'est énorme, et d'un autre côté, on peut aussi être fier, en tout cas, d'avoir une application comme ça qui explose et d'avoir une application qui soit d'origine européenne et française, parce que ça vient aussi contrebalancer le monopole que des réseaux sociaux américains peuvent avoir, comme Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. D'un point de vue personnel, je trouve ça aussi bien qu'une application française ait autant de succès et qu'elle ait autant de succès au niveau mondial. La France et l'Europe qui ont donc le vent en poupe en matière de plateforme sociale, c'est le cas aussi pour vous, Ariane, avec YouWho. Vous avez lancé cette plateforme sociale d'un nouveau genre au printemps dernier. L'idée étant encore une fois de se dire que l'engagement positif peut driver les conversations et que ça fait partie aussi finalement des envies de cette génération, de cette Gen Z née entre les années 90 et 2010 pour pouvoir changer un peu leur conception même de leur vie numérique et des réseaux sociaux sur lesquels ils souhaitent s'exprimer. Oui, on peut faire un petit état des lieux de ce qu'est YouWho et ce qu'il devient. Donc YouWho, à la base, c'est de permettre à monsieur et madame tout le monde de s'exprimer autour de causes sociétales qu'ils incarnent et qu'ils ont envie de partager. Et maintenant, YouWho, c'est en train d'évoluer forcément parce qu'on a aussi envie d'intégrer les marques à notre système, parce qu'il y a des marques qui s'engagent et elles ont aussi envie d'interagir sur leurs engagements avec notre communauté et potentiellement des futurs clients. C'est aussi un moyen de bypasser, si je puis dire, d'écarter les influenceurs qui brouillent un peu le message des marques, car enchaînent des collaborations avec des marques concurrentes et donc finalement le modèle est un peu en train de s'essouffler. Et voilà, et de recréer un lien authentique et de confiance entre prospects, clients et marques. Oui, vous faites bien d'en parler parce que justement cette problématique des influenceurs baptisés, notamment par Booba, influvoleurs, on en parlait la semaine dernière dans notre Club Actu avec le lancement par Bercy de cette grande consultation sur le statut même d'influenceur et la façon de réguler l'économie de la création. Une consultation qui a ouvert donc le 9 janvier dernier et qui va se poursuivre jusqu'au 31 janvier sur make.org. C'est important de savoir bien identifier les bons influenceurs et influenceuses pour, encore une fois, être sûr de l'authenticité de leur démarche.
Ah, c'est super important. Alors, il y a des influenceurs qui nous inspirent et des influenceurs qui ont des choses à raconter puisqu'ils ont vécu des expériences de leur vie qui le permettent. Il y a aussi des vrais talents, des sportifs, des chefs, des artistes qui, eux, ont finalement plus de crédibilité aussi de par leur expertise et qui ont une notoriété de par celle-ci. Moi, j'ai aussi monté une agence social media et j'ai tendance à croire que c'est cette influence qui marche et qui est beaucoup plus crédible, en effet, et alignée aux besoins des marques. Tancred, c'est intéressant aussi parce que c'est un des métiers de sortlist, notamment, on va revenir en plus en détail sur votre enquête sur BeReal dans un instant, mais un des métiers de votre agence, c'est justement de pouvoir expliciter aux marques ces nouvelles tendances numériques pour qu'elles puissent savoir se positionner et comment mieux faire le lien aussi avec le futur de leur consommatrice ou de leur consommateur qui est cette fameuse Gen Z. Le fait pouvoir identifier et réguler finalement la façon dont ce nouveau métier d'influenceuse peut se dérouler en ligne, c'est crucial pour, encore une fois, avoir cette confiance qui soit totalement établie entre la marque, les consommateurs et les influenceurs. Ah, c'est sûr, c'est un élément crucial, que ce soit pour générer de la confiance pour les entreprises qui voudront travailler avec des influenceurs, mais aussi pour la crédibilité du métier. Il faut que ce soit régulé, sinon il y aura des abus, et je pense que c'est une très très bonne dynamique qui a été lancée dans le fait de vouloir réguler ce métier. Alors justement, avant de pouvoir mieux encadrer cette économie de la création, Creators Economy, qui fait beaucoup couler d'encre, et justement aussi mieux cibler ces influenceurs et ces influenceuses, l'authenticité, c'est donc le maître mot de l'année en matière de plateforme sociale, on l'aura compris. On revient à cette étude justement sur BeReal, cette application française qui cartonne notamment aux États-Unis parce qu'on nous demande d'être peut-être parfois un peu plus vrai que nature, Tancred. Est-ce que finalement, l'authenticité, ça a du bon? Est-ce que c'est la première raison pour laquelle les utilisateurs et utilisatrices, 20 millions par jour, je le rappelle, se rendent sur BeReal? Alors ça, c'est la promesse qui est annoncée. Quand on télécharge BeReal, c'est voilà, vous allez être plus authentique et vous allez accéder à du contenu plus authentique. Et en fait, dans l'étude qu'on a menée, on voulait vérifier ça. Donc, on a mené cette étude à la fin de l'année 2022 auprès d'1 millier d'utilisateurs répartis dans 5 pays en Europe de l'Ouest. Et en fait, on s'est rendu compte que certes, l'authenticité était une motivation pour rejoindre l'application, mais qu'elle n'était pas vraiment appliquée. Dans le sens où la majorité des utilisateurs de BeReal ne vont pas forcément poster la première photo qu'ils vont prendre quand ils reçoivent la notification, la fameuse notification, et ils ne vont pas forcément la poster directement. Ils vont peut-être attendre d'être en train de faire quelque chose d'intéressant pour quand même pouvoir se mettre un petit peu en valeur. Ouais. Donc l'authenticité est certes la motivation première qui les pousse à les rejoindre, mais derrière, c'est pas forcément appliqué dans le comportement. Oui, vous avez même réussi à définir que 86% de ces utilisateurs et utilisatrices voudraient pouvoir éditer leurs publications, c'est-à-dire pouvoir mettre des filtres, changer un petit peu les couleurs, comme on le fait sur d'autres réseaux sociaux, partage de photos et de vidéos, Instagram ou TikTok pour ne pas les citer. Ça veut dire qu'en fait, c'est une génération qui a peut-être été un peu trop élevée au fake pour être vraie aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais clairement, et je pense qu'il y a aussi une certaine volonté de pas vouloir se mettre en avant et vouloir se mettre en avant de la bonne manière. Et au-delà du fait que 86% veulent aussi éditer leurs photos, il y a 30% qui postent uniquement la deuxième photo et 35% qui postent la troisième prise, donc il y a plusieurs prises qui sont faites. Donc oui, forcément, quand on baigne dans des contenus qui sont hyper soignés sur Instagram, etc., c'est difficile de changer la donne et de changer les habitudes. Parce qu'on pense aussi à qu'est-ce que les gens vont en penser, qui va voir ce contenu, etc. Donc c'est pas évident de changer les habitudes, clairement pas. Et donc en effet, on ne respecte pas forcément les règles du jeu au départ de BeReal. Ariane, là aussi pour You, c'est une question qui est extrêmement importante, cette authenticité-là. La photo aujourd'hui, le selfie, l'image de soi qu'on va diffuser en ligne, c'est une transfiguration de ce qu'on veut être, c'est pas ce qu'on est profondément. On a aussi mal été habitués par les influenceurs et par les codes de ces réseaux sociaux qui nous entraînent à toujours édulcorer notre image, storyteller notre vie et ce culte de la perfection qu'on cherche à atteindre et ces likes qu'on cherche à recevoir. Donc forcément que le besoin d'authenticité, il est très important et je pense que BeReal a explosé surtout à partir du Covid, puisque tout le monde pouvait se montrer sous son vrai visage, en train de manger des pâtes dans son lit, en train de faire sa toilette. Et puis finalement, on s'est rendu compte que tout le monde avait une vie plutôt similaire.
Donc je pense que c'est important, c'est le début d'une nouvelle ère. Il y a encore du test and learn à faire. Biril n'est pas parfait, You n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais on cherche à optimiser le système. Sur You, par exemple, très rapidement, nous, on a misé sur le face caméra, donc c'est du selfie, bien entendu, mais on parle de choses qui comptent, qui ont un peu plus de sens que de juste se montrer en train de vivre notre best life, si je puis dire. Et on a pris le parti pris, en effet, que de ne jamais ajouter de filtre ou de ne jamais permettre d'éditer notre contenu. Oui, sa meilleure vie, vivre sa meilleure vie, c'est peut-être aussi vivre une vie plus authentique. Je pense notamment à des comptes sur Instagram comme My Better Self et Louise Auberet qui revendiquent justement le fait d'être des influenceurs, mais des influenceurs du vrai et pas justement des filtres Instagram. Est-ce que justement, Tancred, quand on revient à ce besoin d'authenticité, qui est encore une fois la proposition de départ de ces nouveaux réseaux sociaux notamment, on arrive quand même à avoir des utilisatrices et des utilisateurs qui osent vraiment déclarer les vraies raisons de leur attrait par rapport à ces applications. Il y a notamment un chiffre dans l'étude qui est assez drôle, qui montre bien que qu'on soit boomer ou qu'on soit millénial, on veut être sur Biril parce qu'on a peur de rater l'application du siècle. C'est juste du FOMO en fait. Oui, complètement. Mais dès qu'il y a une nouvelle tendance qui apparaît, on a envie d'être dedans. Et on avait eu un petit peu le même phénomène au début de l'année 2021 avec Clubhouse, qui était une application aussi, c'est aussi un réseau social, mais un réseau social purement audio, où il y a eu un très très gros engouement, une énorme fear of missing out, et puis au final, voilà, l'engouement est très très vite retombé, il est retombé aussi vite qu'il est monté. Mais effectivement, on retrouve un peu le même aspect avec Biril, dans le sens où on voit les gens l'utiliser, et on n'a pas envie de passer à côté, on n'a pas envie d'être dépassé, et donc on va se mettre dessus pour voir un peu ce que ça donne. Mais il y avait aussi eu le cas avec Clubhouse il y a 2 ans. Oui, excellent exemple que Clubhouse que vous prenez là. C'est vrai qu'on avait à ce moment-là beaucoup parlé de ce revival, de l'audio social, le média du futur pour les plateformes sociales. Finalement, en effet, le souffle est un peu retombé quelques mois après. Ça veut dire quoi, Tancred, que vous pensez que Biril, c'est un phénomène passager ? Alors on a posé la question dans l'étude aux utilisateurs qu'on a interrogés, et eux, la majorité pensent quand même que c'est un réseau social qui est là pour rester. Donc moi je pense qu'au bout d'un point de vue personnel que ça restera, et que c'est quand même un réseau social qui va finir par faire sa place et qui aura une place solide. Donc même s'il y a cet aspect de vouloir être dessus parce que c'est tendance, dans l'étude, les répondants expliquent quand même qu'ils pensent que c'est un réseau social qui va rester au long terme. C'est important, ça, Ariane, quand on lance une nouvelle plateforme sociale, de se dire qu'on la construit pour qu'elle soit là dans la durée. C'est pas un feu de paille. On veut construire une communauté, un vrai réseau, une vraie plateforme où les utilisatrices, les utilisateurs vont pouvoir s'engager sur le long terme, parce que, encore une fois, ça prend du temps de faire confiance, même en ligne. C'est sur Biril, c'est vrai que le concept est super simple et c'est super facile que de poster une photo en temps réel. À voir comment leur business évolue et donc voilà, mais bravo pour ce qu'ils ont déjà fait. J'imagine qu'ils sont en train de voir pour la suite. En tout cas, en ce qui concerne You, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps. Parce que déjà, parler face caméra d'un sujet engagé, ça demande de se préparer, de réfléchir avant d'agir. On n'oublie pas quand même que la reconnaissance sociale, c'est important. On a envie d'être pris au sérieux. Donc voilà, il y a tout ce système-là aussi à faire prendre conscience aux gens et donc c'est un peu plus compliqué pour nous, en toute honnêteté, de faire grossir notre communauté, mais on vise le long terme, bien entendu. On essaye de décrypter les tendances et les faire évoluer, et puis aussi, surtout, on essaye d'ouvrir à toutes les générations, puisque la Gen Z est une génération engagée, mais les millennials et la Gen X ont aussi envie de s'exprimer. Et donc c'est aussi une solution. Il faut pouvoir justement aller sur tous les sujets. On le rappelait, le principe de You, c'est qu'on a des influenceurs, des influenceuses qui vont lancer des sujets, et nous, en tant qu'utilisatrices et utilisateurs, on va pouvoir s'emparer de la discussion, les rejoindre, converser, avoir justement, finalement, c'est non pas des likes, mais ces petits features, ces stickers justement d'engagement, où on a envie soit de pousser une cause, soit justement de participer à la discussion en disant que c'est peut-être pas forcément celle qu'on a envie de défendre, mais ça fait partie du débat encore une fois. L'idée, c'est de se dire plutôt quels sont les sujets, plutôt pour le dire plus simplement, sur lesquels votre communauté s'engage plus que d'autres. Alors, pour le moment, l'écologie reste top 1. Mais plus chez les millennials que la Gen Z, bizarrement. La Gen Z est très engagée virtuellement, mais ne s'engage pas réellement
physiquement. Ouais. On a aussi les causes sociales type cause LGBT, la body positivité et puis après tous les sujets de santé mentale. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler actuellement sur un autre projet que vous autour de la santé, puisque je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là pour montrer la résilience des gens qui vivent des choses pas faciles, puisque sur Instagram, on a tendance à montrer que notre vie est parfaite, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Ouais, on a coutume de dire Instagram versus real life. En tout cas, moi je le dis très souvent. Maintenant, on pourra dire You et real life ou Biril et real life en même temps. Ariane, Tancred, Jeanne, vous restez à mes côtés puisqu'on va continuer à développer, à continuer à jumper dans cette discussion sur des réseaux qui ne sont pas toujours si sociaux que ça dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap tout de suite d'Edouard Degnaud. Sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie d'Ariane Lambropoulos pour You et de Tancred d'Apremont London pour Sortlist et cette étude sur Biril. Ces réseaux, pas toujours si sociaux que ça. On continue à en parler dans un instant, mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, il va être question d'intelligence artificielle. Oui, parce qu'elle modifie totalement le rapport des créateurs et des créatrices à leur métier du quotidien. Et oui, et tout à fait. Et l'explosion récente des logiciels de génération d'images tels que Stable Diffusion, tels que DALL-E n'est absolument plus à démontrer. On a appris la récente valorisation de OpenAI, créatrice de DALL-E, à hauteur de 29 milliards de dollars en ce début d'année, soit le plus du double de son chiffre l'année précédente. Et forcément, il y a une grande inquiétude dans l'industrie créative à ce sujet qui se dit que l'homme n'est plus seul possesseur de la faculté d'imagination. Dans un article sur ce sujet paru aux Échos le 2 janvier, on lit Xavier Perret, directeur Azure chez Microsoft, qui dit « Tous les métiers qui vont de la création à la transformation de contenu sont impactés », avant d'ajouter alors, l'idée n'est pas de remplacer, mais d'automatiser certaines fonctions. Et oui, avec toujours cette question, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace ? Tout à fait, c'est toute la question. Il est certain que depuis quelques mois, l'édition, par exemple, a pu faire appel à l'IA pour créer des couvertures. On voit là, par exemple, les couvertures de Fractal Noise, un livre de Christopher Paolini, ou de Poster Girl de Véronica
dont la génération par l'IA a fait scandale, ou la presse, par exemple, la couverture du magazine du quotidien suisse Le Temps a pu faire aussi appel à l'IA pour ses couvertures. L'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir recours à des images libres de droit et aussi d'accélérer le processus de production d'un ouvrage ou d'un magazine en évitant tous les allers-retours entre la créa et la rédaction. Problème de gestion de droit, donc numéro 1, mais surtout, est-ce que ça veut dire que l'IA enlève le pain de la bouche des graphistes et des designers? Eh bien, indubitablement, un petit peu. Mais si on reprend les mots de Xavier Perret, selon lesquels il ne s'agit pas de remplacer, mais d'automatiser certaines fonctions, on peut aussi que comprendre tout l'intérêt de ces nouvelles technologies. En ce moment, il ne se passe pas un mois sans que sorte une nouvelle application créative qui fonctionne à partir de l'IA. J'en montre quelques exemples. Par exemple, Instant Nerve de NVIDIA qui permet de générer à partir de simples polas une visualisation complète de l'espace en 3D, ou Motion Diffuse Tech de Singapour qui permet de passer du texte à l'image, à l'animation 3D simplement en écrivant en langage naturel, ou Blink, le bébé IA d'Adobe qui va révolutionner le montage vidéo avec une IA qui sait reconnaître exactement les moments d'intensité d'une vidéo, ou chercher les personnes qui rient à un moment donné, ou retrouver les passages qui font figurer telle ou telle personne. Il faut savoir que selon une étude Adobe, 74% des créatifs passent plus de 50% de leur temps sur des tâches répétitives. Donc ça pourra permettre cette IA de gagner énormément de temps et de permettre donc aux créas de se concentrer plus sur des questions de contenu que sur des questions d'exécution purement et simplement. Donc en un clin d'œil, on peut réussir en effet à se départir de ces questions purement techniques pour se concentrer sur la création. C'est ce que tu es en train de nous dire. En tout cas, c'est le discours des éditeurs et des éditrices de logiciels. C'est déjà complètement intégré dans le travail au quotidien de ces créateurs, ou c'est encore un peu tôt? Alors, ça fait quelques années que ça commence, évidemment. Alors, par exemple, en 2018, Philippe Stark, le designer, avait été pionnier en demandant à une IA de faire la première chaise conçue hors de notre cerveau, en demandant à l'IA, AI, il l'appelle IA, AI, les Français, saurais-tu reposer notre corps avec le minimum de matière et d'énergie? Et donc, il arrive à un résultat. Il y a donc des avantages évidents, par exemple, du point de vue écologique et économique, parce que la force de calcul, elle peut faire économiser une proportion substantielle de matériaux et d'énergie. Et ça promet aussi d'être une aide incroyable dans les processus de recherche d'idées, dans les processus d'association de concepts, dans le travail, par exemple, des architectes. Deux universitaires de l'université de Rostock en Allemagne, Joern Plönix et Markus Berger, ont, eux, mis en une comparaison les différents logiciels de génération d'images pour tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux. Alors ici, on voit une image. Ils ont utilisé Midjourney pour créer des propositions de maisons type moderniste. La première ligne, c'est une génération de Midjourney parce que c'est pas mal dans l'idée de générer des images un peu natives. Ensuite, ils ont utilisé, on le voit dans la deuxième ligne, le DALL-E parce que c'est super pour prolonger une image à partir de sa fonctionnalité d'outpainting. Et enfin, ils ont utilisé dans la troisième ligne Stable Diffusion parce que Stable Diffusion, pour faire des variations sur le même thème. Pourquoi? Parce que Stable Diffusion, c'est un logiciel open source, ça travaille en collaboration avec toute sa base d'utilisateurs, et donc il y a toujours de nouvelles fonctionnalités qui y sont ajoutées. Et quand un architecte, on lui demande de répondre aux désirs d'un client, il doit proposer comme ça un certain nombre de variations sur le même thème pour pouvoir satisfaire son client. Et donc, forcément, ces logiciels de variation et d'association d'idées sont extrêmement pratiques et gain de temps. Donc, si je comprends bien et si je t'écoute bien, ça veut dire que la plus grosse partie du travail des créatrices et des créateurs avec l'IA, c'est déjà de savoir maîtriser l'outil. Eh bien, absolument. Et tu le dis souvent, on aime ici, dans cette émission, à citer cette citation et cette étude de Dell et de l'Institut pour le futur qui dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et là, sont en train d'apparaître tout un tas de nouveaux emplois. Alors, j'en cite 3. Ingénieurs en intelligence créative, art scientist ou encore illustrateur IA. Tout ça va apparaître dans le monde de la création. Et sont autant d'acteurs qui feront de la première étape de création du designer, non pas l'esquisse d'un objet, mais le fait de reporter toutes les caractéristiques et les contraintes des matériaux utilisés pour le projet dans le logiciel. Et plus l'assistance interviendra dans le processus, plus les problèmes qui seront posés
aux créateurs se tourneront autour de problématiques de choix, c'est-à-dire choix en amont pour la création de prompts toujours plus inventifs, toujours plus pertinents, choix en aval par rapport à la quantité de propositions que donne la machine, il faudra bien choisir, et donc il s'agira toujours pour ces créateurs et ces créatrices, et puis surtout parce que l'IA, elle mesure l'impact et la popularité des images d'une façon toujours plus précise, et donc a tendance un peu à uniformiser la culture, et bien pour donc ces créateurs, il s'agira toujours d'être exigeants, d'avoir une exigence hors pair, et aussi de garder cette capacité à être disruptif, à être là où on ne les attend pas et à créer donc des propositions inattendues. Bon, donc aux créatrices et aux créateurs d'utiliser l'IA, mais de garder le Final Cut et justement notre esprit aussi, curiosité totalement intact. Merci infiniment, Jeanne. Ariane, je voyais boire les paroles de Jeanne. Oui. C'est vrai que c'est absolument fascinant d'avoir une mise au point de ces outils d'intelligence artificielle qui nous permettent finalement de changer même l'univers de la création aujourd'hui. Les influenceurs, les influenceuses auxquels vous faites appel, notamment sur YouWoo, vous allez les chercher parce qu'ils ont aussi des univers qui permettent de repenser le monde. Alors oui, moi un peu moins lié à l'intelligence artificielle, qu'à mon avis, le secteur du gaming et des influenceurs dans le gaming pourrait s'y apparenter. Nous, on est plus sur l'authenticité, encore une fois, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais en effet, je trouve que c'est fascinant, tout ce qui est en train de se créer de nos jours. Vraiment. Hallucinant même parfois. Tancred, là aussi, le cabinet de conseil, notamment pour les marques et pour les vies numériques que vous êtes avec Sortlist, hallucine parfois de la façon dont l'IA est en train de changer totalement les métiers de la création. Ah oui, c'est fou. C'est fou. Et là, on a beaucoup parlé de la génération d'images, mais on aurait aussi pu aborder la génération de texte avec ChatGPT qui a été mis en ligne par OpenAI au début du mois de décembre. Et ça, pour la génération de texte, c'est vraiment hallucinant pour le coup. La qualité du texte qu'on peut en retirer et le temps qu'on peut gagner aussi pour générer des textes est folle. Et je suis tout à fait aligné avec ce que Jeanne a partagé. C'est un outil formidable, mais il faut être capable de l'utiliser pour pouvoir en tirer pleinement bénéfice. Donc c'est un outil qui est génial pour être plus productif, gagner en productivité, aller plus vite. Et on a clairement halluciné quand on a commencé à utiliser cet outil en interne. Et c'est fou. Oui, absolument. Ça se répand là aussi comme une traînée de poudre. On va continuer à parler de la folie, cette fois-ci des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut raison garder? Est-ce que justement ces nouvelles plateformes sociales qui se lancent un petit peu partout dans nos vies numériques nous permettent de retrouver un petit peu de responsabilisation? Soyons fous d'authenticité. On continue à en parler avec Ariane Tancred et Jeanne tout de suite. C'est la deuxième partie du talk. YouWoo, c'est donc la plateforme que vous avez lancée, Ariane, cofondée au printemps dernier. On le dit, on le répète, le driver, c'est avant tout l'engagement des utilisateurs et des utilisatrices et des utilisateurs. C'était pas facile à dire par rapport à des causes. C'est surtout ça. J'ai essayé de mixer en même temps. Est-ce que c'est si simple que ça, finalement, de s'adresser à ces générations, vous le disiez tout à l'heure, elles sont nombreuses, d'utilisatrices et d'utilisateurs qui ont été finalement biberonnés, élevés dans leur vie numérique par d'autres codes sur d'autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook pour les plus âgés d'entre eux, ou même TikTok aujourd'hui. C'est si simple que ça de venir avec une proposition différente et différenciante, même dans l'user experience? Non, franchement, pas du tout. Les gens ont tendance à se cacher derrière un faux compte, derrière un commentaire, derrière un post. C'est toujours plus simple. Donc, quand il s'agit de se montrer face caméra, encore une fois, c'est toute une préparation. Et puis, le fait d'accepter et d'assumer de dire ce qu'on pense. Et potentiellement, mine de rien, quand la communauté grandit, de s'exposer à du harcèlement. Ouais. C'est aussi pour ça que nous, chez YouWoo, on essaye de rester une plateforme safe en faisant évoluer la plateforme autour de la création de nano-communautés qui parleront entre elles dans un espace beaucoup plus sain et sécurisé. C'est-à-dire qu'on reproduit un peu l'image des safe spaces, des bulles de sécurité qui sont aussi préconisées par bon nombre d'associations de défense des libertés en ligne ou des défenses de l'enfance notamment. On peut penser au Internet Safer Day notamment, mais pas que, à e-enfance aussi. On reproduit ce phénomène en ligne parce que c'est important pour la sécurité, encore une fois, de celles et ceux qui vous suivent
suivent. C'est super important. On n'a pas envie que You devienne justement un Instagram bis. Et quand je dis ça, c'est pas pour dévaloriser Instagram. Loin de là, ils font des choses très bien. Nous, on a envie que les gens puissent parler librement, sans tabou, et pas être réprimandés pour ça. Après, je comprends qu'en effet, sur les réseaux sociaux habituels, on crée beaucoup d'habitudes. Il y a des codes qui sont finalement lancés et qui créent de l'engagement pour tous, donc on a tendance à vouloir les suivre. La vidéo, par exemple, et ça, je trouve que c'est un code super, puisqu'en fait, finalement, 80% des utilisateurs et des visiteurs en ligne préfèrent regarder un contenu vidéo qu'un autre type de contenu. Pourquoi ? Parce que c'est un format court, immédiat, et que surtout aussi beaucoup plus authentique et qui reconnecte un peu les gens. Donc voilà, celui-ci, en l'occurrence, je trouve qu'il est très bien. Après, il y en a d'autres, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui mériteraient d'être un peu optimisés. Oui, absolument. Et c'est vrai que cette idée de la vidéo, de la consommation surtout de la photo et de la vidéo, elle est absolument appropriée à nos vies numériques qui se vivent en mobilité avant tout. Tancred, on fait référence à cette étude notamment sur Biril, mais pas que. Vous connaissez justement toute l'offre, vous la benchmarkez à l'année, cette offre de plateformes sociales et de réseaux sociaux. C'est si simple que ça, encore une fois, pour les utilisatrices et les utilisateurs que nous sommes, de désapprendre les plus ou moins bonnes habitudes qu'on a prises sur d'autres réseaux sociaux ? Non, je pense pas que ce soit si facile de les désapprendre. Et après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une certaine... il y a une certaine similarité dans l'expérience utilisateur que les applications peuvent proposer. On prend rapidement ces marques dans le fait d'utiliser l'une ou l'autre app. Par contre, dans le type de contenu qu'on va poster, effectivement, comme je le disais, c'est plus compliqué de changer ses habitudes. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a aussi cette question de la modération qui se pose aujourd'hui ? On le sait, ça fait partie des régulations, notamment que les gouvernements, que les institutions de régulation veulent imposer aux plateformes. Mieux modérer les contenus pour justement préserver les utilisatrices et les utilisateurs. Je sais que c'est une attention toute particulière que vous portez à ce sujet chez You, la modération. Ça fait finalement la bonne tenue aussi de la conversation sur la plateforme. Oui, donc la modération, c'est super important. Alors l'intelligence artificielle le fait bien et on la travaille, on la fait travailler pour qu'elle se performe, mais on a aussi pris le parti de décentraliser un petit peu à travers l'automodération et ces fameux stickers de crédibilité qui permettent en fait aux utilisateurs de nous alerter également quand ça ne va pas. Donc c'est hyper important la modération de nos jours. Alors nous, on n'est pas parfait parce qu'on est nouveau, mais on sait que les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitter sont en train d'essayer de faire mieux à ce sujet, puisque finalement, ça n'a pas été primordial au départ. Oui, ils essaient de faire mieux parce qu'ils y sont aussi obligés par tout un nombre d'accords et de pièces de régulation qui sont en train d'être mises au point par l'Europe, par les États-Unis notamment. On peut faire à nouveau référence aux grands principes qui ont été réédités, notamment par Emmanuel Macron, mais pas que, à l'issue de cette grande journée du 11 novembre, qui aujourd'hui œuvre pour la liberté notamment, et qui est replacée au centre du débat, ces questions fondamentales sur la protection des mineurs en ligne. Aller sur une nouvelle plateforme sociale, Tancred, pour ses utilisatrices et ses utilisateurs, c'est là aussi finalement trouver une autre raison d'être connectés les uns aux autres. Est-ce qu'on a, comme on pourrait parler de mix énergétique aujourd'hui, un mix de plateformes sociales? On est un utilisateur de plusieurs plateformes sociales à la fois parce qu'on sait exactement ce qu'on va chercher sur chacune d'entre elles. Oui, tout à fait. La motivation est différente. On va aller sur Instagram pour telle raison, on va aller sur Reel pour une autre raison, on va aller sur TikTok pour trouver du contenu un peu plus engageant et beaucoup plus court. Et on sait exactement qu'est-ce qu'on va trouver à quel endroit. Donc on ne va pas forcément utiliser un réseau social, on va utiliser des réseaux sociaux différents pour des motivations différentes, parce qu'on a des envies différentes en fonction du moment de la journée où on va aller se connecter dessus. Donc on peut un peu trouver tout ce dont on a envie d'avoir en fonction du réseau social qu'on veut utiliser. Pour vous aussi, chez You, c'est quelque chose que vous observez finalement, et c'est peu importe, les utilisatrices et utilisateurs viennent vous voir à un moment donné de leur journée, mais vous savez très bien qu'ils sont aussi volatiles et qu'ils vont aller sur d'autres plateformes, mais tant mieux, finalement, ça donne un complément de vie numérique. Oui, je pense que c'est bien aussi d'être un peu niche et de ne pas ressembler à tout le monde, ce qui permet aussi de susciter l'intérêt. Alors en effet, comme il a été dit précédemment, chacun y trouve son compte dans un réseau social. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on est l'application sur laquelle les gens
gens cliquent une fois dans la journée, puisque c'est ça le plus dur. Oui, absolument. Faire au moins partie de cette, de cette compétition pour le temps, pour l'intérêt, pour l'attrait. Et puis, on ne va pas se mentir, pour la monétisation aussi, de ces vies numériques-là. Tancred, la prochaine étude de Sortlist, elle va porter sur quelle plateforme sociale? Parce qu'encore une fois, vous êtes un peu notre vigie, finalement, notre meilleur poste d'observation en matière de tendance et de benchmark de ces vies numériques, notamment pour les jeunes générations. Oui, alors nous, chez Sortlist, on a vraiment un département RP qui s'occupe de toutes les études qu'on veut mener pour voir un petit peu quelle est l'évolution des usages. Je sais que pour l'instant, il y a TikTok et Twitter qui sont en train d'être analysés, ou en tout cas, on y pense fortement, surtout du côté de Twitter, vu les évolutions qui sont en train d'avoir lieu depuis qu'Elon Musk a pris la tête de l'entreprise. Donc, à mon avis, un contenu sur Twitter serait largement le bienvenu. Twitter, donc en tout cas pour Sortlist de votre côté. Et puis c'est vrai que les évolutions vont extrêmement rapidement en fonction des changements de CEO, de gouvernance au sein de ces réseaux sociaux. On voit qu'elles impactent sur la façon dont, encore une fois, nous, en tant que citoyens du numérique, on va se comporter vis-à-vis de ces réseaux-là. Aujourd'hui, Ariane, alors jeu un peu compliqué auquel je vais vous proposer de vous livrer, le réseau social sur lequel définitivement vous n'iriez pas, ce serait lequel ? Alors malheureusement, avec le métier que j'ai et l'agence social media que j'ai montée, c'est difficile pour moi de répondre. Vous êtes une agnostique parce que je suis obligée de faire de la veille constante. En revanche, celui que j'utilise le moins, c'est Twitter. Bizarrement, puisque c'est un réseau social engagé, que You est un réseau social engagé et que c'est celui que j'utilise le moins. Mais parce que aussi, je suis pas très douée pour écrire des phrases courtes. Je suis plutôt quelqu'un qui détaille. Twitter, il y a quelques mois, a changé ses règles d'utilisation. Il n'y a plus que 140 caractères. En l'occurrence, on peut utiliser plus. Mais il y a peut-être aussi ce qu'on vous essayez de rétablir avec You, c'est aussi cette culture du débat, finalement, de la discussion. Est-ce que, encore une fois, ce type de plateforme sociale a peut-être un peu trop privilégié le clash par rapport à l'échange d'idées? Je pense aussi qu'il y a une question de valeur. Voilà, sur Twitter, en l'occurrence, on peut se cacher derrière un commentaire et derrière un post. Nous, on n'a pas forcément envie de donner de limite à la liberté d'expression. Je pense que c'est important aussi de permettre aux gens, même si c'est un peu utopique, de se raisonner, de se permettre de parler des choses qu'ils connaissent et d'apprendre des autres pour les choses qu'ils connaissent moins. Et le but, c'est de leur mettre des outils à disposition que pour les éduquer à le faire correctement. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vague de personnes qui veut s'exprimer, qui veut faire passer des messages. Et donc, on doit trouver le moyen de leur faire d'une manière responsable. Ouais, plus safe, plus responsable. C'est d'ailleurs le leitmotiv, le credo avec lequel vous avez lancé You au printemps dernier. Tancred, ça veut dire quoi quand on voit justement, on va faire un grand cocorico, parce qu'en effet, Biril et You sont français notamment, mais le fait d'avoir, encore une fois, cette véritable identité qui est mise en avant pour pouvoir prendre la parole sur ces plateformes sociales, le fait d'avoir des photos qui sont censées être authentiques, ils ne sont pas forcément très bien, on l'a vu avec votre étude tout à l'heure, ça veut dire que c'est la fin de l'anonymat sur certains réseaux sociaux et c'est plutôt une bonne nouvelle ? Alors je pense que tout dépend de la gouvernance et des valeurs de chaque réseau social dont on va parler. Certains vont vouloir mettre en avant clairement leurs utilisateurs et mettre fin à l'anonymat pour différentes raisons, parce que ça peut responsabiliser les utilisateurs en les poussant à se dire ok, je vais publier un contenu mais les gens vont savoir que c'est moi qui l'ai publié et du coup j'ai intérêt à réfléchir à 2 fois à ce que je vais dire et avant d'appuyer sur mettre en ligne. Ça peut aussi diminuer le harcèlement, parce que forcément si on n'est pas caché derrière un commentaire ou derrière un pseudonyme, on va avoir moins tendance à être agressif ou à attaquer la personne pour le contenu qu'elle a publié parce qu'elle a des idées différentes ou parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle raconte. Par contre, le fait d'être anonyme a quand même des avantages parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de savoir, on n'a peut-être pas forcément envie que les gens sachent qui on est et qui on est quand on défend telle ou telle idée. Donc je pense que ça va dépendre du réseau social dont on parle et de sa priorité, de sa gouvernance, de ses valeurs, et qu'en fonction de ce que l'utilisateur voudra rechercher, il pourra aller sur tel ou tel réseau social. Si l'anonymat est plus important pour lui, il ira plutôt par exemple sur Twitter, et s'il veut être complètement sur un réseau social où l'anonymat n'est pas présent, il aura d'autres opportunités, d'autres possibilités qui s'offrent à lui. Donc c'est une vaste question l'anonymat, mais je pense que chacun pourra trouver un petit peu ce qu'il a envie d'avoir en fonction du réseau social et des valeurs de celui-ci.
Vaste débat qu'on aura du mal à trancher aujourd'hui, mais on vous réinvitera dans l'école du futur justement pour pouvoir le faire, notamment avec Ariane Lambropoulos pour You, Tancred d'Apremont Linden pour Sortlist. Vous publiez donc cette étude sur BeReal et vous en publiez régulièrement sur d'autres, sur nos vies numériques tout court. Merci à tous les deux d'avoir fait un tour sur le plateau de l'école du futur. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour ses enquêtes d'art et de technologie. Et nous, on se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'école du futur, bien sûr.